Passons à présent à la gestion de la configuration. Qu'est-ce que la gestion de la configuration? C'est une discipline qui applique une direction, une surveillance technique et administrative pour identifier et documenter les caractéristiques fonctionnelles et physiques d'un élément de configuration, pour aussi contrôler les modifications de ces caractéristiques, les enregistrer et informer des modifications et des états d'implémentation. Et enfin, vérifier la conformité avec les exigences spécifiées. La définition est assez longue, mais quand je vais vous expliquer un petit peu dans ce cours, les gestions de configuration, vous comprendrez vous comprendrez un petit peu mieux. Parce que la définition est longue et assez vaste. Du coup, la gestion de configuration, ça implique de s'assurer de quoi, finalement? On va s'assurer d'identifier tous les éléments de configuration. On va s'assurer de versionner tous ces éléments suivis par les changements. Et on va relier les éléments les uns aux autres et tous les documents et logiciels identifiés vont être référencés sans ambiguïté dans la documentation de test. Donc, là, on a un schéma d'une gestion de configuration. On retrouve la gestion de transition des exigences de configuration et des tests. La gestion des configurations, qu'est-ce que ça assure? Ça assure la traçabilité entre le testeur et les éléments qui ont été testés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par la gestion des transitions, qui va déclencher la gestion des exigences. Et là, la gestion des configurations va assurer la traçabilité des tests, des gestions des exigences et des transitions. Et ça, vous le savez aussi, je pense, la gestion des exigences, ça va couvrir les exigences et donc les tests vont couvrir les exigences. Donc, je répète, ne vous inquiétez pas, on a la gestion des transitions qui va déclencher non seulement la gestion des exigences et les tests, et on a la gestion de configuration qui va assurer la traçabilité de la gestion des transitions, des exigences et des tests. Et on a les tests qui vont couvrir les exigences. Voilà en gros comment on gère les configurations et comment la gestion de configuration assure la traçabilité entre les bases de tests et les testeurs et les éléments de test. À présent, passons à la définition du risque. Alors, le risque, c'est un facteur qui pourrait avoir des conséquences négatives à l'avenir. Un risque produit, c'est un risque qui est directement lié à l'objet de test. Le risque, il implique la possibilité d'un événement futur qui a des conséquences négatives. Le niveau de risque, il est déterminé par la probabilité de l'événement et son impact. Et enfin, un test qui est basé sur les risques. Qu'est-ce que ça va être du coup? Ça va être un test pour lequel la gestion, la sélection, la priorisation et l'utilisation des activités et des retours de test vont être basés sur les types de risques et les niveaux de risque correspondants. Mais ça, on le verra après. Du coup, le risque projet, c'est quoi? C'est un risque qui a une incidence sur les risques réussites du projet. Donc, retenez bien qu'on a un risque produit et un risque projet. Comme on a dans la gestion de projet, on a un backlog produit et un backlog projet. On commence par le risque produit. Un produit d'activité ne satisfait pas les besoins de ses utilisateurs. On va prendre un exemple de risque. Par exemple, le logiciel ne remplit pas les fonctions attendues selon la signification. Le logiciel ne remplit pas les fonctions attendues selon quoi? Selon les besoins de l'utilisateur, du client ou des parties prenantes. Le logiciel ne remplit pas les fonctions attendues selon la signification. Le logiciel ne remplit pas les fonctions attendues selon quoi? Selon les besoins de l'utilisateur. L'architecture système et autres. Exemple. Elle ne répond pas de manière adéquate à certaines exigences non fonctionnelles. Je vais essayer de vous donner un exemple pour chacun. Donc, si je reprends, le logiciel qui ne remplit pas les fonctions attendues selon la spécification. Dans la spécification, il y a marqué si je clique sur tel bouton, ça ouvre une telle page. Ça fonctionne pas. Le logiciel ne remplit pas les fonctions attendues. Le besoin de l'utilisateur, il s'attendait par exemple, je ne sais pas, on pourrait prendre l'exemple de si je clique sur le bouton photo, je peux ajouter une photo. Et du coup, le logiciel ne répond pas aux besoins de l'utilisateur. On a beau cliquer sur la photo,
On ne peut pas ajouter de photos. L'architecture système ne répond pas de manière adéquate à certaines exigences non fonctionnelles. C'est-à-dire que là, on est dans les tests non fonctionnels, l'architecture système. Donc, par exemple, je sais pas, le système est censé faire appel à une API externe, ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est un risque. On a un autre aussi exemple, c'est un traitement particulier qui peut être effectué de manière incorrecte dans certaines circonstances. Autre exemple, une structure de contrôle de boucle. Elle peut être mal codée et du coup, on a un problème dans un composant. Donc, du coup, il y a un risque au niveau du code. Donc, à partir du moment où on a eu ce problème dans le code, le reste ne peut pas fonctionner. On a aussi les délais de réponse qui peuvent être ina- insatisfaisantes. Du coup, ça, c'est aussi un risque parce que du coup, on est sur un site, on a rentré nos coordonnées, on appuie sur le bouton valider et la page met du temps à se charger. Du coup, il y a un risque que l'utilisateur peut abandonner, par exemple. Il peut aussi, il peut laisser tomber, il peut y avoir d'autres bugs, comme l'apparition de la fameuse page 404 erreur. Enfin, l'expérience utilisateur peut ne pas satisfaire les attentes pour le produit, tout simplement. Ça veut dire qu'on a eu un retour d'expérience des utilisateurs et ça ne satisfait pas aux attentes du produit. Moi, par exemple, on m'a donné mon avis sur telle application, j'ai dit OK, j'ai téléchargé, j'ai payé, mais je suis pas du tout content. Donc voilà, il y a un risque aussi au niveau du produit. Maintenant, les risques projets. Donc, le risque projet, il implique des situations qui peuvent avoir un effet négatif sur la capacité du produit à atteindre ses objectifs. Du coup, les risques projets peuvent affecter à la fois les activités de développement et de test. On va prendre des exemples de types de risques projets. Par exemple, ça peut être des problèmes liés au projet. Donc, par exemple, un retard de livraison, on a codé, on a testé, mais on n'a pas livré à temps l'application. Retard dans l'achèvement des tâches ou la satisfaction des critères de sortie, des estimations qui ont été erronées, du coup, des coupes budgétaires, on a recruté tant de testeurs et finalement on n'a plus de budget, ou alors trouver des développeurs qui fait à chaque ce développeur fait qu'à chaque fois qu'il y a des coûts parce qu'on doit reformer le développeur, le travail supplémentaire importe dû au changement tardif et du coup on a dû refaire. Ou alors, le trouver des développeurs fait que à chaque fois qu'il y a des coûts parce qu'on doit reformer les développeurs, le travail supplémentaire important dû à du changement tardif. Il y a eu des anomalies et du coup on a dû refaire nos tests à chaque fois et ça fait perdre du temps de refaire des tests de régression. Donc, tout ce qui est bien lié au projet en lui-même. En effet, à l'organisation et au management de ce projet-là. Enfin, il peut y avoir des problèmes organisationnels. Là, il y a un manque de savoir-faire et de personnel. Non seulement on a du personnel, mais on n'a pas assez de compétences. En plus de ça, on aurait besoin de recruter d'autres personnes. Il y a des conflits dus à des problèmes personnels. Il y a des personnes qui, pour des raisons personnelles, ont des problèmes personnels. Et enfin, autre exemple de problème organisationnel, ça peut être les utilisateurs ou le métier qui est trop peu disponible. Du coup, on peut pas, on aurait du mal à s'organiser au niveau des retours d'utilisateurs, par exemple, sur le produit, ou sur l'application, autre type de risque projet. Il y a aussi des problèmes politiques. Alors, manque de communication des résultats de tests, les suivis des informations trouvées dans les tests et les revues, ça n'a pas du tout été rassuré. Ou l'attitude qui a été erronée vis-à-vis des tests, on peut avoir des risques projets liés aux questions techniques. Par exemple, des exigences qui ne sont pas assez suffisamment bien définies, pardon. Du coup, il y a un problème de compréhension du côté des développeurs et des testeurs. On peut y avoir des exigences non satisfaisantes aussi. On peut avoir des environnements de tests qui ne sont pas prêts à temps. Du coup, les testeurs ne peuvent pas tester sur son environnement. On peut avoir la conversion des données, la planification de la migration et routillage qui peuvent être en retard aussi.
On avait aussi des jeux de données. Du coup, on les a mis à jour, on les a migrés sur un autre environnement, mais ça a pris du retard. On peut aussi avoir une mauvaise qualité de la conception du code. De la conception, le code, la configuration, les données de test et aussi le cas test. Les cas tests, pardon. On peut avoir une mauvaise gestion des défauts et des problèmes qui entraînent dans des dates techniques. Enfin, en dernier type de risque projet, ça peut être des problèmes liés au fournisseur, moins livraison d'un produit ou d'un service nécessaire. On devrait avoir, je ne sais pas quoi, de tel logiciel dans un projet, et le fournisseur ne nous a pas fourni à temps, donc ça nous a fait perdre du temps. Et du coup, il y a eu un risque dans le projet. Il peut y avoir aussi une faille et des problèmes contractuels, une faillite et des problèmes contractuels, pardon. On avait aussi le contrat avec tel fournisseur. On s'est arrêté. Il faut qu'on trouve un autre. Ça va mettre du temps, du coup. On va devoir faire des choses dans le projet puisque on a une perte de temps. On doit décaler et mettre à jour les calendriers. On va prendre des exemples de risques projets typiques selon la Gartner Group. Par exemple, on peut avoir des risques projets qui en sont liés à une absence de planning et de déco, des modifications supérieures à 5% sur la portée d'ensemble du projet, c'est-à-dire qu'il y a eu des modifications, mais ça a dépassé les 5%, et du coup, ça a un impact sur tout l'ensemble du projet. On peut avoir aussi une absence d'implication des utilisateurs finaux. On peut avoir un projet de taille exerce- excessif, alors ou que finalement on pourrait le faire dans d'autres conditions. Il n'y a pas besoin qu'il soit aussi grand. Et à l'inverse, c'est un projet de taille excessive, on a du mal à le gérer. Du coup, enfin, on peut avoir aussi un acheteur sans expérience qui a eu du mal à superviser un fournisseur inexpérimenté. Alors, quelques autres exemples de causes d'échec les plus fréquents dans l'input, c'est-à-dire que dans les critères d'entrée, on peut avoir une mauvaise définition des objectifs. On s'est fixé des objectifs et c'est pas du tout ça. On peut avoir un changement du besoin qui a eu lieu. On peut avoir une mauvaise gestion de projet tout simplement. Quelqu'un qui a du mal à gérer le projet. On peut avoir des tests qui ne sont pas du tout réalistes. Des tests, on prévoit de les faire en 2 jours alors qu'il fallait 10. On peut avoir une sous-estimation du coût de travail effectué. Enfin, on a choisi les mauvais fournisseurs. Quand on parle de fournisseurs, c'est plutôt des fournisseurs de soit de technologie, soit d'outils, soit des environnements de test, etc. Alors, les activités de gestion de risque, qu'est-ce que ça permet finalement? Ça permet quatre choses. Ça permet d'analyser éventuellement et réévaluer régulièrement ce qui peut mal se passer. Donc, anticiper les risques si vous préférez. Déterminer dans quels risques sont importants à gérer. Mettre en œuvre des mesures pour atténuer ces risques. Et enfin, établir des plans de intelligence pour faire face aux risques si ceux-ci devenaient des risques effectifs. C'est-à-dire qu'on a prévu des plans au cas où il y a vraiment de risques où il y a des risques qui vont être détectés. Le risque, il est utilisé pour obtenir l'effort requis pendant le test. Donc, pour savoir où et quand commencer le test et quel domaine nécessite le plus de vigilance. Enfin, les tests sont utilisés comme activité d'atténuation de risque. Du coup, on va préciser et de réduire la probabilité qu'un événement indésirable se produise. On va réduire l'impact d'un événement indésirable et on va fournir une remontée d'informations sur le risque identifié et les risques résiduels. Alors, dans une approche basée sur les risques. Les résultats de l'analyse de risque produit sont utilisés pour déterminer plusieurs choses. Les résultats de l'analyse et de risque produits sont utilisés pour déterminer les techniques de test à utiliser, les niveaux et les types de spécifications de test à effectuer, le volume
des tests à réaliser, les priorités des tests et les activités complémentaires de tests pour réduire les risques. Voilà en gros à quoi ça sert d'utiliser les résultats d'analyse de risque produits.